Et voilà, je vous souhaite le bienvenu dans le bois. Nous sommes dans le bois, ou le bos. Le bos, c'est la même chose que le bois, en hollandais aussi. Le bos, il a une ville dans le sud de Hollande qui s'appelle Den Bosch. Dans le 15e siècle, cette fille-là, c'était une petite fille, et ça appelait, en effet, ça s'appelait le bois du duc. Et en hollandais, c'est 's-Hertogenbos, parce que le duc, c'est le hertog, avec une H. Et voilà, et c'était dans le bois du duc, où le duc, normalement, il est allé chasser avec les nobles, ses copains, etc. La ville n'était pas tellement grande dans l'époque. Quand je parle autour de 1450, il comptait environ 1500-2000 foyers. Mais c'était quand même une ville qui était devenue assez importante, assez vite. Il a presque doublé dans 50 ans, pas tout à fait. Parce qu'ils étaient ils sont en train de construire une cathédrale, c'est-à-dire qu'ils ont agrandi l'église massivement dans l'époque. Et voilà. Et bon, quand je parle de 1450, c'est la date de naissance de Hieronymus Bosch, Jérôme Bosch. Tout le monde est à peu près d'accord avec cette date-là. Et Hieronymus Bosch, le fameux peintre, il a vécu jusqu'à 1516. Ça, c'est quand même sûr, c'est marqué dans les archives. Ouais, les archives. Et à vous donner une idée de l'époque, parce que quand même, aux Pays-Bas, on parlait de la fin du Moyen-Âge. Mais par exemple, en Italie, on était déjà nettement plus loin, parce qu'en Italie, en 1450, il était né peut-être le plus grand artiste du monde. Et voilà, c'est qui? Oui, Leonardo da Vinci. Il a vécu de 1450 jusqu'à 1517, c'est-à-dire qu'un an de plus que Jérôme. C'est marrant, évidemment, on ne peut pas comparer les deux peintres, ça n'a rien à voir. Mais c'est l'époque qui était la même. Et c'est à peu près important, parce qu'en Italie, on a été plein comme je l'ai dit, la Renaissance et l'humanisme. Il était des humanistes, mais aussi aux Pays-Bas, l'humanisme a commencé déjà. Et il y a un grand humaniste de l'époque, le plus grand de l'époque, qui s'appelle Erasmus de Rotterdam. Erasmus de Rotterdam, et il a eu 20 ans de moins que Bosch. Mais il y a un lien. Et ça, je suis convaincu et je peux l'éprouver. Ils se connaissaient l'un et l'autre. Erasmus, et ça c'est connu, il restait environ 3 ans au collège à Den Bosch. Et comment les deux ils se connaissaient, c'est pas sûr, mais moi j'ai mes idées et je soupçonne. Je soupçonne que Bosch il a donné des cours de dessin au collège. Et Erasmus a eu du talent. Je ne suis pas le seul avec cette opinion. Il y a des autres historiens qui ont dit que Erasmus il a peint. Et voilà. Et là, Bosch il s'est aperçu que le garçon était brillant. Et il a voulu lui pousser d'être peintre. Mais, comme tous les jeunes dans l'époque, il était attiré surtout par l'écriture. Et surtout parce qu'à ce moment-là, il était des imprimeries à plein pot qui ont se développé partout, aussi à Den Bosch. Et à la fin, c'est-à-dire que, oui, à la fin, Erasmus, c'était un auteur formidable et il choisissait la plume. Voilà. Jusqu'à présent, c'est comme ça. Et il y a des autres qui se sont dit que
Jérôme Bosch, c'est une, comment dire ça? C'est une peintre, mais c'est un surréaliste. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Bon. Surréalisme, ça veut dire quoi? C'est au-dessus de réalisme, c'est des trucs plus ou moins bizarres. Mais moi, personnellement, je vais vous dire, Jérôme Bosch, c'était pas un surréaliste. Jérôme Bosch, c'était un cartooniste. Et voilà, il faisait des cartoons comme Charlie Hebdo, seulement un peu mieux. Et voilà. Et le seul surréaliste que moi je connais, et voilà, oui, c'est l'espagnol, c'est Dali, Salvador Dali. Et voilà, mais Jérôme n'a rien à voir. Jérôme, il a eu la chance de connaître les grands de l'époque. Et quand je parle des grands de l'époque, c'était des très 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 grands. Et je parle de l'empereur Maxime d'Habsbourg, Maxime de l'Autriche, et ses gosses. Et un de ses gosses, c'était le duc. Et l'autre, c'était Marguerite de l'Autriche. Et sur une campagne, à mettre fin à une guerre dans les provinces au nord d'Embos, Maxime, avec sa famille, restait pour tout un hiver, c'était en 1504, tout un hiver à Dembos. Alors, imaginez-vous, quand vous restez dans une ville de 2000 foyers pendant des mois, dans une place comme Dembos, c'est-à-dire qu'on va s'ennuyer. Alors, et quand on s'ennuie, on se promène, et quand on se promène, d'abord on va voir le marché, et ensuite, bon, on va même faire des photos, dans ce cas, on se laisse peindre. Eh oui, c'était le peintre, c'était le photographe de l'époque. Et moi je suis convaincu que comme ça, ils ont se connu très bien, c'est-à-dire Hieronymus, et surtout les gosses, les enfants de l'empereur. Et l'idée qu'il y a des doubles portraits en Angleterre maintenant, à la Galerie nationale, de les deux filles, c'est-à-dire que de Philippe le Bel et Marguerite d'Autriche, c'est pas du tout impossible. Il y a même d'avantages, je pense. Mais bon, c'était comme ça, et c'est comme ça que Hieronymus, il a connu la famille de Maxime et sa femme, etc. Et il a fait des peintures, et il a fait quand même pas mal de satires au sujet d'eux. Et sur Maxime, c'était pas tellement joli qu'est-ce qu'il a fait. Par contre, la fille Marguerite de l'Autriche, il aimait bien et il la traitait très bien aussi sur ce tableau. Il y a d'autres choses dans l'époque, parce que on parle de surréaliste, etc., mais on ne se rend pas compte que quand il fait ses caricatures, il était des guerres autour de Dembos, et il était deux parties. Une partie, ça s'appelait les crochets, et l'autre partie, ça s'appelait des cabilloux de poissons, des cabilloux. Alors c'est pour ça qu'on verra des figures grotesques poissons en train de se bagarrer, mais c'est-à-dire que ça, en hollandais, ça s'appelle les hoekse et kabeljauwse twisten, les guerres entre les crochets et les cabilloux. Alors ça explique beaucoup. Et en plus, il y a aussi ça, il y a une autre chose qu'il faut savoir. Bosch, il utilise beaucoup et souvent la langue hollandaise. Et ça, c'est une vérité. Et moi, j'estime que c'est très difficile quand on ne connaît pas sa langue de comprendre tout ce qu'il y a peint. Et quand je dis tous, je pense quand même qu'environ 20% vous échappe. Et je vous donne
un simple exemple. Il a une expression aux Pays-Bas, à poignarder un dragon. Ça veut dire être sarcaste sur le sujet, mais si on ne sait pas ça, on se demande qu'est-ce qu'il fait. Et là, le mot surréaliste, il revient, mais c'est uniquement d'être sarcaste ou enfin, et oui. Et il y a plusieurs choses comme ça, plusieurs choses qui sont typiques hollandais et que c'est difficile à traduire. Quand on voit par exemple un singe dans une cage, c'est notre expression hollandaise. Ça veut dire avant, hein, méfiez-vous parce que je parle d'hollandais de 500 ans passés. Et ça s'appelle dans l'époque apenkooi. Aujourd'hui on dit apenkool. Au lieu de cage on dit chou. Mais ça veut dire pareil. Ça veut dire que l'affaire des singes, c'est-à-dire qu'à rire que c'est pas vrai. On va donner un exemple, voilà. Et comme ça, je peux continuer. Il y a une autre chose qui est très importante parce que souvent, on voit les plumes des canards et lit. Mais un canard, en double sens, en hollandais, non, ça s'appelle un eend. Mais un eend, c'est le nombre 1, mais ça peut aussi aller à égalité, ça veut dire eender, c'est pareil. Et c'est important à comprendre certaines choses, parce que je vous explique. Le panneau du fameux triptyque, le jardin des délices, oui, voilà. Le jardin des délices, le milieu, vous pouvez voir à gauche un canard. Et là, il explique que si on a un pot noir ou un peu blanc, c'est la même chose. Et oui, il était humaniste. Il n'est pas raciste, celui-là. Et ça, c'est très intéressant. Et en plus, bon, il a un autre aspect sur tout ça, et ça, c'est malheureux. Mais ça, on ne peut pas le nier. En 1496, à Naples, il arrivait des marins de Christophe Colomb et on soupçonne, il portait une maladie qui s'appelle le syphilis. Et voilà, le syphilis. Et c'était une catastrophe. C'était franchement une catastrophe parce qu'on était habitué aux maladies dans les grandes villes. On connaissait la peste, le typhus, le choléra et tout ça, c'est-à-dire qu'il n'était pas d'hygiène et en été il faisait chaud. Mais à ce moment-là, l'élite des nobles et des gens avec des moyens, ils se retiraient à la campagne et restaient au château. Et ils n'étaient pas touchés. Mais avec le syphilis, c'était différent. C'était franchement différent. Et dans le moindre temps, il était quasi tout le monde qui était atteint. Il était Maxime de l'Autriche, qui l'a eu, sa femme, il l'a eu, sa fille, Marguerite, avait quand même mort de la même maladie. Il était des papes, il était des cardinaux, il était des rois. Enfin, quasi tout le monde a chopé la maladie et on ne savait pas trop quoi faire. C'est une maladie aussi, si vous êtes au courant, ça arrive une première fois, ça part, ça revient un peu pire, ça part et la troisième fois, c'est souvent pour le bon. Ouais, une bactérie. Évidemment, maintenant, on sait les traiter. Et là, je vais vous confier quelque chose. Et vous n'allez pas me croire. Mais si vous faites la recherche, vous allez être d'accord avec moi. Moi, j'ai trouvé la solution dans l'époque, dans une histoire de la médecine. Et si on lit ça, et on commence à lire les tableaux de Bosch, parce qu'on lit les tableaux de Bosch, ce sont des dessins animés, ou plutôt des bouquins dessins, des BD. Quand on lit Bosch, on se rendait compte
que dans l'époque, il connaissait déjà le traitement pour le syphilis. Il était deux plantes. Enfin, il était une plante et moisissure. La plante, c'était le nom en espagnol, salsa parillo. En français, salsa pareil. Et ça veut dire des murs comme les murs. C'est une plante qui poussait un peu comme les murs et ça grimpait. Il était des fruits, mais pas comme les murs, c'était autre chose. Il peint ça sur le panneau gauche du jardin de délices. Ça c'est, faut voir. Et l'autre, la pénicilline, la moisissure. Oui, le notatum bleu, la pénicilline bleue, il est peint aussi. Alors, ça veut dire qu'on était au courant comment traiter. La difficulté avec ça, c'était qu'il n'était pas capable de produire le pénicilline nécessaire en grande quantité. Mais en deux tableaux, il parle de ça dans les jardins et son dernier Tripis de Lisboa. Le dernier, il montre comment les moines essayent de fabriquer de la pénicilline dans les chaudrons de la bière, les grands chaudrons de la bière. Ils ont échoué. Et ça, c'est quand même dramatique. Parce que si vous avez que Philippe II, le roi d'Espagne, l'arrière-petit-fils de Maximilien d'Autriche. Philippe II, il a collectionné beaucoup de travail de Bosch. Il a mis ça dans son Escorial. Tout le monde le sait. Et entre ça, le jardin des délices. Philippe II, il est mort de syphilis. Il a eu le tableau devant lui. Il n'a jamais défini comment le traiter. C'est quand même bizarre. Et pendant 500 ans, beaucoup de gens y sont souffert. Voilà, ça c'est de quoi Bosch il parle. Il parle aussi beaucoup de Rome avec des papes quand même assez remarquables. Il était de Borgia, il était Julius II, qui était quand même assez agressif, c'était pas le copain de Erasmus non plus. Et à la fin, c'était un humaniste Léo X. Et voilà, Léo X, humaniste, le seul pape qui ne croyait pas en Christ. Ah, ça c'est quelque chose. Et avec toutes ces données, la maladie, les critiques sur l'Église, etc., les Hollandais qui devaient savoir de quoi il s'agit, ils étaient. Ils étaient parce que ce sont des protestants, en général, des Hollandais. Et surtout, il ne faut pas brusquer les gens. Et surtout, au point de vue religion, il faut se taire. Il faut se taire, c'est pour ça que personne sait exactement de quoi il s'agit, enfin exactement, ça va. Moi j'ai reconnu quand même plus de 40 personnes historiques dans ce tableau. Et en plus il utilisait beaucoup de saints religieux comme quoi Sainte Lucie, Sainte Lucrezia et plein des autres. Saint-Roger, Saint-Antoine. Et de temps en temps, même dans certaines scènes, il faut bien réfléchir parce qu'il utilise deux. Mais du moment où on a repéré ça, on comprend de quoi il s'agit. Et il utilise ça parce qu'il était humaniste, il n'était pas religieux. Mais il utilise à donner des noms. À donner des noms à Lucrezia Borgia, par exemple. Et voilà, c'est comme ça, il faut voir Bosch. Bon, jusqu'à maintenant, je crois que vous avez quand même quelque chose à digérer. Et la prochaine fois, on va approfondir qu'est-ce que j'ai dit jusqu'à présent.
Réfléchis bien et regardez surtout l'œuvre de Jérôme Bosch.